Vous êtes-vous déjà interrogé sur le sens de votre vie? Ce job, dans lequel vous êtes engagé depuis tant d'années, est-ce qu'il est relié à vos rêves d'enfant? Et ce quotidien qui vous anime chaque jour, est-ce qu'il est proche de vos valeurs? Et finalement, si vous êtes là ce soir, ce n'est peut-être pas le fruit du hasard. Je m'appelle Frédéric Sénèque et ce soir, je vous propose une petite balade, vous et moi, pour essayer de peut-être trouver les réponses à ces questions. Alors, avant de démarrer sur cette belle conférence, j'aimerais parler d'une rencontre. Une rencontre qui a eu lieu il y a 1 an, dans ces locaux. Mon ami Philippe Studer animait une conférence sur la joie dans les entreprises. Je découvrais ces locaux, cette belle équipe, dynamique, compétente, souriante. À la tête de cette entreprise, un homme que vous connaissez, talentueux, brillant, avec un regard pétillant. Alors ce soir, je ne suis pas assis à côté de vous, je suis sur scène. C'est une émotion particulière pour moi. 2 émotions fortes, la peur et le bonheur. J'aimerais commencer par faire une ovation à cette belle entreprise My Client. Je vais vous demander de vous lever et de faire une ovation à My Client. Ils sont beaux, hein. C'est eux. C'est eux tous les mois qui sont actifs, qui sont présents et qui nous offrent ce type de conférences qui nous permettent de nous unir, de partager sur des thématiques différentes. Et c'est vrai que ce soir, je suis vraiment très ému. Je fais que des sorties de route pour démarrer, c'est volontaire, c'est pour me mettre en condition. Je voudrais vous parler d'un voyage que j'ai fait il y a 6 mois en Inde, à Bangalore, dans un ashram. Un voyage intérieur, une introspection. Et j'ai embarqué de ce voyage 2 choses très puissantes, le regard et le silence. Alors je dispense souvent des cours à la fac du Sciences Éco, dans les IUT, dans certaines institutions sur Strasbourg, et j'ai tendance à dire, pour que la puissance d'un message passe, il faut qu'il y ait un lien. Alors en accéléré, sur quelques secondes, je vais me relier à vous, et ensuite on fera un exercice tous ensemble, et ensuite on commencera la conférence. Gauthier, c'est pour toi. Merci pour cette connexion. Maintenant, je vais vous demander de vous lever et la personne qui est en face, enfin sur votre droite, si possible une personne que vous ne connaissez pas, l'exercice est pour vous. Donc prendre le temps de se relier face à face. Évidemment, si quelqu'un veut monter sur scène avec moi, il est bienvenu. On peut faire un câlin ? Un câlin du regard. Toute la puissance est dans le regard, justement. Donc vous vous levez. S'il vous plaît, on bascule dans le silence, on se regarde et on se connecte. En fait, il faut que ce soit silencieux. Non, laisse tomber. Hein. Ils sont partis. Là. Bon, bah ok. Ok, début de la conférence, fin de l'OP. Vous avez super coopéré, je vous adore. Merci. Merci beaucoup pour ce silence. Merci pour cette connexion. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émulation.
Donc, je pense que je vais rester seul avec moi-même. J'ai tenté une connexion avec vous, mais bon. Alors, la question du soir. Comment s'offrir son champ du possible? En fait, il va se passer deux choses. Je vais parler de moi. Il va y avoir un moment d'inflexion et je vais basculer sur des concepts psychologiques. J'ai deux points de vigilance à partager avec vous. Le premier, c'est que je ne suis ni thérapeute, ni coach de vie, ni psychologue. Je suis un homme simple qui a juste une histoire à partager avec vous. Ce que j'aimerais ce soir, au travers de ce que je vais vous présenter, c'est déposer une graine qui vous appartient et que vous allez faire germer au travers de votre histoire, au travers de votre parcours, et elle prendra forme ou pas. Donc je ne suis pas dans un discours de conviction, juste dans un partage. Premier point de vigilance. Second point de vigilance, se mettre à nu devant une cinquantaine de personnes, c'est pas facile. Donc c'est sûr que j'aurai besoin de votre chaleur, et Alexandre m'a donné beaucoup d'amour en quelques secondes. Donc il me met vraiment dans une super configuration, il y a toujours des connexions qui se font comme ça. Donc merci Alexandre. Je ne vais pas détailler ce qui est là, parce qu'on va le voir. Et je vais déjà me mettre ici, là, dans le « et finalement », en condition pour vous résumer ce qui va se passer. En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui n'avait pas confiance en lui, qui ne se trouvait pas particulièrement beau, pas particulièrement intelligent. Et puis un soir, 54 ans plus tard, il se retrouve devant une cinquantaine d'inconnus. Que s'est-il passé pendant 54 ans? Allons le découvrir. Présentation personnelle, donc l'enfance, une enfance particulière, dans un environnement particulier. Je suis né dans les années 70, une période, un contexte générationnel où l'amour n'était pas à proprement présenté ou développé ou visible. Alors, effectivement, il y a eu une carence affective. Il y a eu un socle particulier, quartier défavorisé, violence, foyer. Échec scolaire, manque de confiance. Et finalement, ma vie n'aura été qu'une succession de challenges. Je prends maintenant le raccourci pour arriver à 23 ans. Je parle de la coupure du cordon. Je suis sur le quai de la gare. Je vais faire mes études à Saint-Étienne. Et ma mère est sur le quai de la gare. Et j'image cette scène avec un téléviseur qui passe de noir et blanc à couleur. Ma fiancée la plus fidèle est là. La liberté. Je découvre la liberté et jusqu'à ce soir, elle aura été présente à tous les instants. Ensuite, ça s'enchaîne relativement vite. Je suis embauché dans une entreprise qui s'appelle Rode Frères en 96. Ça fait à peu près 30 ans. Une carrière intéressante, explosive au regard de mes diplômes. Je pense que je peux cocher la réussite professionnelle. Ce petit bip, il m'a interpellé, il n'était pas prévu. La rencontre. Je suis dans cette entreprise et j'ai un collègue qui me dit « il y a une femme superbe qui va être embauchée ». Ok. Et donc, vous savez, dans les restos d'entreprise, il y a des bruits de fourchette, il y a des gens qui parlent. Et là, elle apparaît, grande, des yeux verts, magnifique, des longs cheveux. Je la regarde et je me dis, avec un petit peu d'insolence, j'aimerais beaucoup l'épouser. 2 ans plus tard, on se marie. Et puis, là, on est dans une carte postale. 2 enfants magnifiques. Coucou mes chéris. Camille Julie, une femme exceptionnelle qui est là. Et puis un chien qui gambade dans le jardin. Tout se succède relativement vite. Le barbecue les week-ends chez les voisins, les voyages long courrier chaque été, et puis à Noël, au Nouvel An, chez les beaux-parents. Le beau-père qui râle parce qu'il n'arrive pas à ouvrir les huîtres, la belle-mère qui râle parce qu'elle met la table. Le décor est planté et les années se succèdent. Un point d'inflexion, un consultant extérieur vient me voir et me dit « mais tu fais comment pour manager des
des personnes qui ont fait une école d'ingé, une école de commerce avec ton CAP et ton BEP. Je lui explique, je lui raconte comment je fais pour manager ces personnes, ce type de profil. Ah mais c'est intéressant ton histoire, tu veux pas la raconter dans un amphi chez les étudiants? Et me voilà un samedi matin dans un amphi en train de raconter mon expérience professionnelle devant une centaine d'étudiants. 20 minutes, des applaudissements. Ce consultant vient me voir et me dit « t'as ton ticket d'entrée pour dispenser des cours ». Et ce point est intéressant parce qu'il ouvre une porte dont je n'ai pas imaginé les conséquences plus tard. Alors là, je parle de zone de confort absolue. Pourquoi? Une vie ultra sécurisée, épanouie, stable, une reconnaissance sociale, la santé est là, la famille, une situation financière validée, tout est presque parfait. Toutes les cases sont cochées. Il y a un mais. Pour Gauthier. Bon, ça, c'est nouveau, les petits morceaux comme ça. C'est grâce à Gauthier et Tom, on a préparé en coulisses. Vous avez vu le douleur, j'adore ce titre. La douleur ou le douleur. Alors en fait, dans ce point de rupture, il y a un truc qui est assez fantastique, c'est le corps. Le corps qui vous envoie des signaux, le corps qui vous dit quand il y a un écart entre ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous aimez. Il faut toujours être à l'écoute de son corps. C'est un formidable révélateur. Et dans cette époque, il se passe quoi? Des douleurs à la poitrine, des insomnies et beaucoup de colère. Je sens qu'il y a un truc qui ne se passe pas correctement à l'intérieur de moi. Donc je décide effectivement de m'interroger. On passe à l'étape 3 et on repart chez Gauthier tout de suite. Vous devriez tous danser normalement là. Vous êtes sages, hein, c'est incroyable. Hein. Alors moi je suis quelqu'un de très passionné, curieux et autodidacte. C'est-à-dire que tous les matins, à cette époque-là, j'étais complètement focus sur ce qui se passait dans le monde. Les médias, les infos, j'écoutais France Info au petit-déj. J'écoutais Europe 1 dans la salle de bain, enfin j'étais vraiment orienté économie, politique, très curieux sur tout ce qui se passait dans le monde. J'ai décidé de changer de rituel parce qu'il y avait ce niveau de saturation, il y avait ce corps qui exprimait des choses, et je me suis dit, je bascule sur des podcasts de développement personnel, et là, je découvre un univers incroyable. Alors on parle de neurosciences, on parle de système d'activation réticulaire, on parle de théorie d'attachement, on parle des traumas de l'enfance, du pouvoir du subconscient, la visualisation, et énormément de belles choses qui, en fin de compte, quand vous mettez la main dedans, vous êtes aspiré. On retourne encore une fois chez Gauthier, étape 4, travail sur soi. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie, il y a là étendu sur la terrasse, et c'est joli. Alors l'étape 1, c'est les blessures. En fait, on a tous plus ou moins des blessures en soi qui sont construites pendant l'enfance. Le premier travail, ce travail d'introspection, il est sur soi-même, il est à l'étude de son point d'origine, c'est-à-dire l'enfant intérieur, les émotions qu'on a eues et l'environnement dans lequel on a vécu. Alors quand on parle de blessures, ça peut faire peur, on entend parler de traumatisme, on entend parler de névrose, et pourtant ce sont des éléments qui conditionnent notre vie future. Il faut les intégrer. C'est une étape compliquée, mais c'est une étape qui est importante pour pouvoir se reconstruire. Alors, on a aussi ce qu'on
appelle des faux self que l'on développe au fur et à mesure de nos blessures. J'ai en tête une anecdote d'un collègue qui bossait avec moi, hyper baraqué, mais qui ne savait pas communiquer autrement qu'en criant. Toujours très fort, toujours très virulent, toujours très rentre-dedans. Et en fait, quand on enlevait le vernis, on se rendait compte que c'était quelqu'un d'extrêmement sensible qui avait besoin de reconnaissance. Et il avait donc développé ce qu'on appelle un faux self, un masque de protection pour protéger ses blessures. On en a tous. Le bagage transgénérationnel fait partie de ces blessures. C'est ce qu'on hérite de ses parents, et c'est ce que nos parents ont hérité, et c'est ce qu'on transmet aussi à nos enfants. J'ai ici une anecdote. Je n'ai pas franchement connu mon grand-père, et un jour, je décide de décrire mon grand-père à ma mère. Et je lui dis, bah voilà, je le vois comme ça, comme ça, comme ça. Et elle me dit, mais comment ça se fait que tu le décris aussi bien? Et je lui réponds, bah je viens de te décrire. En fait, on va retrouver chez cette génération des traits de caractère très précis. Et chez nous, c'est l'exigence élevée, et puis c'est l'autorité. Les conséquences de ces blessures, en ce qui me concerne, c'est une carence affective importante, comme je vous l'ai dit au début, avec toutes les blessures. Rejet, humiliation, abandon. Voilà pour l'introspection et ce qui concerne mon point de départ. L'étape 2, c'est le constat par rapport à ces blessures. Donc moi, je fais un job qui est en fin de compte une programmation interne basée sur 2 données d'entrée, le modèle d'éducation et le modèle de société. Le modèle d'éducation, en ce qui me concerne, ça a été le driver du soi parfait, l'exigence la plus haute. Dans le modèle de société, on a l'apparat, on a la posture, on a le positionnement social. En fait, on réussit quand on arrive à démontrer que. Alors, quand je parle de l'apparat du matériel qui préfigure cette notion de réussite, on a des outils qui permettent de mettre en avant ce que je vous dis. Instagram, TikTok, Facebook. Qu'est-ce que j'ai mangé, où j'ai voyagé, quelle est ma voiture, et ma chérie est très belle. On est là purement dans ce que j'appelle l'apparat. Et puis cette question qu'on va forcément vous poser tout à l'heure au cocktail. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Étape 3, les concepts. Alors moi, j'ai eu 2 personnes qui m'ont profondément inspiré. John Bowlby, pour la loi d'attachement, et le second qui est A.B. Keller, qui est sur les drivers. Alors la loi d'attachement, c'est hyper intéressant. C'est, en fin de compte, la construction de votre futur réseau social. Et ça va au-delà. Votre chérie, autant que vos collègues, autant que toutes les personnes que vous allez rencontrer dans votre vie future, ont été en partie programmées dans votre petite enfance. C'est quand même assez extraordinaire. Dans la loi d'attachement, on a 2 piliers, le besoin physiologique et le besoin affectif. En réalité, pour que l'enfant puisse survivre, les parents, les figures parentales, ont 2 vocations. Répondre aux besoins physiologiques, manger, dormir, boire. Et le deuxième, qui est pour moi capital, le besoin affectif, qui est basé sur l'amour et sur la sécurité affective que l'on va offrir à son enfant. Alors souvent, je vais faire une petite sortie de route. Dans les besoins physiologiques, c'est en 1950 qu'on se rend compte qu'il y a autre chose. Avant, on était simplement focus sur il faut leur donner à manger, à boire et à dormir, et le lien d'attachement se fera naturellement. John Bowlby, quand il apparaît, il va, en fin de compte, introduire cette notion de besoin affectif qui est pour moi capitale. Alors, je développe le besoin affectif ici. L'enfant, quand il naît, en fin de compte, il est dans un monde totalement inconnu. On dit que les humains, ce sont des mammifères qui vivent et qui survivent en groupe. Et donc, son premier réflexe, ça va être de tisser un lien affectif. Il va développer ce qu'on appelle des stratégies. Pleurer, regarder, s'agripper. Et c'est la réponse à ces stratégies qui permettra à l'enfant de se sentir en sécurité affective. Au plus les parents ont la capacité de répondre de manière pertinente à ces stratégies, à ces appels, et au plus il sera sécurisé. En fait, le besoin d'attachement est validé à ce moment-là. Il est donc en capacité d'explorer le monde. Alors, 2 états, sécure, insécure. Donc, je vous l'ai dit, pour la partie sécure, pour la partie insécure, il pleure, il n'y a pas de réponse, les parents ne répondent pas, ne sont pas présents. Ben, qu'est-ce qui va se passer?
la peur de découvrir le monde, l'anxiété, l'inconfort, le manque de confiance en lui. Et il va créer ce qu'on appelle des masques et des croyances. Alors quand on parle de croyances, ça peut être « je suis capable de rien ». Je loupe mon permis, c'est normal, je suis nul. J'arrive pas à séduire une femme, c'est normal, je suis nul. En fin de compte, ces croyances que vous avez petits ne vont faire que grandir au fur et à mesure des expériences que vous allez rencontrer. Il est là dans une situation compliquée pour la découverte du monde. Alors du coup, étant donné que moi je suis quelqu'un d'insécure, j'explique comment, par rapport à la loi d'attachement, j'ai mis en place une stratégie pour essayer de corriger cette trajectoire. Donc, le premier état, c'est honnêteté, sincérité vis-à-vis de soi-même, la prise de conscience. Donc, ok, je suis un insécure, je manque de confiance en moi, j'ai eu des injonctions plutôt sévères en termes d'autorité. Il faut travailler sur la colonne vertébrale de confiance. 4 piliers. On a la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi, l'amour de soi. L'amour de soi. Alors moi, je les ai situés ici. J'ai une confiance en moi relativement élevée, estime de soi, amour de soi bas, affirmation de soi plutôt présent. Donc c'est quelque chose qu'il faut intégrer, parce que ça fait partie de vous. Alors du coup, comment on fait le job? Comment on se reconstruit quand on a une carence affective? On fait le job que les parents n'ont pas fait. On va aimer son enfant intérieur. Pour ça, 2 choses. Le protéger et lui accorder du temps. Le protéger, aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous avez une enveloppe physique, mais toutes les émotions que vous avez à l'intérieur de vous, ce sont des émotions d'enfant. J'ai cet exemple plutôt intéressant que je vais vous partager. Comme vous l'avez compris, j'ai eu des parents très autoritaires, très exigeants. Mon chef, quand il rentre dans mon bureau le lundi matin, il n'a même pas franchi le seuil de la porte que j'ai déjà envie de lui en coller une, parce que je ne supporte pas l'autorité. Je le sais, j'en suis conscient. Je lui ai dit. Mais l'idée, c'est de se dire que ça va jusque-là. Les personnes qui n'aiment pas l'autorité, il se peut qu'ils aient eu des parents autoritaires. C'est ancré en soi. Donc voilà, je ferme cette parenthèse. Donc, dans la notion protecteur, situation de contrariété, quelles que soient les situations de contrariété, en fin de compte, il y a des émotions qui se réveillent en vous. L'idée, c'est de rassurer votre enfant intérieur. Je suis en train de faire la queue au magasin, je suis impatient, je trépigne. Je vais parler à mon enfant intérieur, je le rassure. J'ai peur, comme ce soir. Je l'imagine petit et je le prends dans les bras, ça va bien se passer. Ils sont tous gentils, t'inquiète pas, ça va bien se passer. En plus, il sourit. Donc c'est ça, rassurer son enfant intérieur et lui donner de l'amour, lui accorder du temps. Donc moi, je fais beaucoup de choses seul parce que je suis très entouré. Méditation, voyage, yoga, enfin toutes ces activités. Au plus vous vivez des moments seuls, au plus vous êtes relié à votre enfant intérieur et vous lui offrez du temps. Et vous voyez que ce que je vous dis là, aimer son enfant intérieur, protecteur et lui accorder du temps, est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Ça vous dit simplement que quand on est parent, c'est ce qu'on fait avec son petit enfant. On lui accorde du temps et on le rassure quand il ne va pas bien. Cette phrase, je l'aime beaucoup. S'accepter comme on est et pour cela accepter les autres sans jugement. Ça, c'est quand on est dans un profil sécure. C'est un peu comme se dire, pour aimer quelqu'un, pour aimer les autres, il faut commencer par s'aimer soi-même. Et on peut retourner sur la page d'avant. Alors, le deuxième inspirateur, celui qui m'a apporté énormément d'éléments pour ma reprogrammation, c'est A.B. Keller pour les drivers. Alors, il y a peut-être des coachs dans l'assemblée, c'est assez connu. En fait, les drivers, ce sont des injonctions, ce sont des consignes qui ont été enregistrées pendant la petite enfance et qui vont vous mettre dans une catégorie, il y en a 5, qui est forcément reliée à vous. L'idée, c'est qu'adulte, inconsciemment, on est dans une espèce de système de pilotage automatique où on va reproduire toutes ces injonctions par rapport à ce modèle parce qu'on recherche la reconnaissance. Et derrière, il y a quoi? L'envie d'être aimé, tout simplement. On arrivera toujours à l'amour. Le thème de ce soir, c'est l'amour, finalement. Alors, les drivers, il y en a 5. En général, on en a 2 qui vont nous dominer. Le modèle du soi parfait, le fait plaisir, le soi fort. Et un petit exemple, parce que je sais qu'on aime bien les anecdotes. J'étais à la piscine il n'y a pas longtemps. Et dans la cabine d'à côté, papa, maman, il y a un petit dans les bras. Et le petit, il commence à pleurer parce qu'il a du shampoing dans les yeux. Et qu'est-ce qu'il lui dit, papa? T'es un garçon, tu pleures pas.
Là, on est dans le sois fort. Donc, vous voyez que c'est des choses inconscientes. C'est des choses inconscientes. Bah, plus tard, adulte, pour lui, dans sa consigne, en pilotage automatique, il ne va plus pleurer. Alors là, dans ce schéma, pour chaque modèle, on a les points positifs, les points améliorés, et comment on fait pour les améliorer. Donc moi, par exemple, si je prends le modèle du soi parfait, ne laisse rien au hasard. Effectivement, tout le temps dans les détails, se noie dans les détails, donc ça c'est le point négatif, et une action pour pouvoir s'améliorer, bah, c'est accepter de faire quelque chose de pas tout à fait parfait. Comment on corrige la trajectoire par rapport au driver? Donc, comme sur la loi d'attachement, premier point, prise de conscience, identifier son modèle. Et j'adore ce terme, permission libératrice. On va fonctionner par petits pas pour s'autoriser à sortir de ce modèle qui, quelque part, nous enferme. Alors, j'ai ici mis énormément de points que j'essaie d'appliquer au quotidien pour sortir de ce modèle du soi parfait. J'apprends à dire non, très important, je focus sur l'essentiel, j'accepte le droit à l'erreur. Dans mon job, j'ai à peu près entre 50 et 100 mails. À une époque, j'en lisais 100. Il y avait une part d'information, une part d'action pour mes équipes. Aujourd'hui, j'en lis 10. Et vous savez quoi? Je vis très bien. Le système, il s'autorégule. J'ai accepté de ne pas être dans un système de maîtrise totale. Étape 5, recentrage sur ses rêves, sur soi. Donc on a vu l'étape des blessures, on a vu les outils, on a vu la prise de conscience. Et maintenant, si on rêvait, maintenant, si on se recentrait sur soi-même pour finalement sortir du schéma pour lequel on a été programmé. Alors, la situation passée et la situation actuelle, pour moi, elle est OK. Pas de regret. J'ai adoré toute cette vie jusqu'à ce moment où je décide de me reprogrammer. J'ai répondu à des codes, code de société, code d'éducation, comme je vous l'ai dit. J'ai une place légitime dans la société par rapport à ces règles. Quels sont mes besoins, mes valeurs, mes envies? Alors j'en ai parlé sous le quai de la gare, j'ai parlé de la liberté. Ça, c'est la première chose qui est pour moi une valeur cardinale, la liberté. Vivre et ne pas subir, et ne pas se mentir aussi. Du coup, plein d'énergie, curieux, j'ai appris énormément dans cette entreprise, j'ai fait sauter quelques croyances, j'ai une santé qui est assez dynamique, et ça m'offre un champ du possible assez important, donc autant l'utiliser. Et une appétence énorme sur l'humain. Je vous avais dit, quand j'ai commencé à dispenser des cours à la fac, me retrouver à partager avec des jeunes, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé et je me suis rendu compte que, pour moi, la connexion, l'humain, la transmission, le partage était quelque chose que j'aimais beaucoup. Comment on met en forme? On décide, donc sur le plan professionnel, j'ai une décision à prendre, changer de job ou le conserver et composer avec. Je décide de conserver ce job. Sur le plan personnel, continuer ou se séparer. Décision difficile, on est dans un cadre, code de société, code d'éducation. On est marié pour le meilleur et pour le pire, et je prends la décision difficile et compliquée de me séparer. Mais de me séparer dans de bonnes conditions. Et ma chérie, mon ex-chérie est juste là devant, en plus, vous voyez, 7 ans ou 8 ans après. Elle est là avec un superbe sourire et mes filles. Donc comment on fait au niveau professionnel pour se libérer du temps quand on a décidé de se reprogrammer et de ne plus être engagé à 200%? La relation au temps change. Les horaires ne sont plus les mêmes. Et le deuxième point, la délégation, qui a été un outil formidable. Alors au début, quand j'ai démarré dans cette boîte, j'étais vraiment au taquet. Et j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Du micromanagement, du contrôle absolu. Mes équipes ne voulaient pas parler avec le client. J'étais tout le temps sur eux. Ça a dû être dur pour eux. Et la délégation, en fait, quelque part,
m'a permis de libérer du temps, mais m'a permis surtout de faire grandir les équipes. Vous leur attribuez des tâches, ils les prennent, et puis le système fonctionne très bien. Et c'est assez atypique ce que je vais vous dire, mais la délégation m'a même permis de me rendre compte, alors je ne l'ai pas vu venir, hein, que j'avais peut-être peur aussi de me retrouver en coulisses. C'est pour ça que j'étais en avant de la scène à tout contrôler. Ben aujourd'hui, étonnamment, au plus je délègue et au plus ils m'appellent et ils ont besoin de moi. Donc c'est quand même extraordinaire. On libère du temps, on responsabilise les personnes et en plus, vous êtes toujours sur la scène. Donc c'est un outil qui m'a vraiment permis de libérer du temps. Au niveau de la méthode, le niveau d'exigence, je l'ai réduit tout en étant toujours aussi performant. Une aptitude à dire non. Alors dire non, c'est deux choses. Quand on transmet un message, c'est la manière dont on va le transmettre, l'enveloppe, et ensuite le contenu, la construction du message. Et donc aujourd'hui, j'ai un plaisir à dire non. Quand mon chef vient me voir, il me dit tu prends ça, tu prends ça. Ben non. Ben non, parce que j'ai une vie en dehors de mon job, justement. Et le Pareto, bah, c'est juste la sélection des tâches qui sont les plus importantes, plutôt que de partir dans tous les sens. Avec ça, je libère du temps pour faire autre chose que être focus 100% sur mon job. Le plan d'action personnel, donc c'est le recentrage sur l'humain. On parle beaucoup de RSE, de QVT, d'entreprise libérée. Finalement, je me suis accaparé ces concepts et je me les suis attribués pour me dire, OK, libère-toi et mets-toi au contact des autres entreprises. Du coup, le bénévolat a été pour moi une passerelle immense pour rencontrer des personnes extraordinaires. Et ça vous permet quelque part d'apporter une forme de contribution collective qui est pour moi salutaire. C'est-à-dire que 30 ans dans une entreprise, acquisition de compétences en communication, résolution de problèmes, en réseau, en énormément de sujets, et puis un niveau de maturité qui est intéressant et qui permet finalement d'offrir ces compétences à des personnes qui en sont dans le besoin. Alors on parle de Codico, les réfugiés qui arrivent sur le sol français, les valeurs de la France, les postures, leur trouver un job, et on parle de 100 chances sans emploi et de My Job Glasses qui sont des entités qui permettent en fait de faire exactement la même chose avec des jeunes et leur trouver un job. Et c'est intéressant parce que j'ai retrouvé un espèce d'équilibre émotionnel le soir quand je rentre chez moi, j'ai une chaleur à l'intérieur de moi d'avoir rencontré ces jeunes, ces réfugiés. Avec leur regard, avec leur sourire, bah, ils vous témoignent une reconnaissance incroyable qui vaut 100 fois mon salaire. Et donc du coup, il y a quelque chose d'intéressant entre les deux. Le recentrage sur l'humain, c'est aussi prendre soin de soi. Les rencontres, le sport, les voyages, la nutrition, et puis les cours que je dispense toujours à la fac. Un voyage tous les 3 mois. Là, on fait tomber les croyances. Mais tu fais comment pour voyager tous les 3 mois? Bah, je le fais. En fait, c'est génial, parce que quand vous avez des croyances, il n'y a rien de plus beau que de les détruire. Donc c'est possible de voyager tous les 3 mois. C'est possible, là, aujourd'hui, de se dire, il y a 6 mois, j'étais en Inde, il y a 9 mois, j'étais dans le désert, et puis 1 an avant, j'étais à Bali, où j'ai découvert l'amour inconditionnel. Chaque voyage m'apporte quelque chose. Donc ça, je crois que j'en parle après. Voilà, la notion du bonheur pour moi est effectivement dans les voyages et dans les rencontres. Les rencontres de profils différents et les voyages où je vais découvrir de nouvelles cultures, où je vais rencontrer des nouvelles personnes, la religion, les rituels, la nourriture, tellement de choses nouvelles. Concernant les personnes, c'est pareil. Alors je sors du boulot entre midi et 2 et puis tous ces réseaux que je rencontre, eh ben, finalement je m'évade avec eux. Il y a un maçon qui est féru de littérature française qui m'embarque dans ses fables. J'ai un économiste qui m'embarque dans une autre histoire. Chaque personne, pendant 1 heure, pendant mon déjeuner, et je vois aussi Julien qui est là, ou Odette, m'entraîne et m'emmène dans un univers qui est juste incroyable. Et en fait, quand vous rencontrez quelqu'un, une histoire, une difficulté, un projet de vie, c'est quelque part un voyage en soi. Étape 6, reprogrammation, ancrage profond. Donc là, on va rentrer vraiment dans le hard. Il y a 3 règles. Le pouvoir de la pensée.
Quand vous avez une pensée en vous et que vous la visualisez, la visualisation, c'est un super outil de confirmation de projet. Donc pensez une idée, avoir un appartement à Manhattan, avoir une superbe femme, avoir un super chéri, acheter une nouvelle voiture, peu importe, un super job. Fermez les yeux et visualisez au travers des 5 sens. Ça va générer en vous une émotion. Et cette émotion, elle vous met en action. Et en fait, la répétition permet d'ancrer votre projet et vous permet de le confirmer. Alors j'ai un exemple. Quand j'étais à Bangalore, tous les matins à 6 heures, on se réveillait à jeun et on faisait une séance de yoga. On faisait une séance de respiration assez intense. Et pendant ces exercices, ça me procurait un bien immense. J'adorais. Ça me donnait vraiment du bonheur. Et je me suis dit, mais quand je rentre, pourquoi je ne referais pas ces séquences de yoga et ces séquences de respiration? Donc au début, c'est compliqué. Mais j'y pense, les émotions sont là, je me mets en action, et en fait, la répétition va ancrer. En neurosciences, c'est le deuxième slide, on parle d'ancrage au travers de la création d'une connexion neuronale. On crée une nouvelle idée, et la répétition permet d'ancrer. Et en fait, à force de répétition, et c'est ce que je fais depuis, tous les matins, c'est devenu une routine, c'est plus une contrainte. Donc voilà comment on arrive à changer en travaillant sur cette, c'est le deuxième slide, sur cette neuroplasticité. Et il y a un truc intéressant aussi, c'est que je ne vous ai pas dit que dans la loi d'attachement, les enfants qui sont programmés entre 0 et 5 ans, c'est possible parce que leur cerveau tourne en basse fréquence. On appelle ça les ondes θ, c'est le niveau d'absorption le plus élevé. Et il se trouve qu'à force de recherche, j'ai découvert que les ondes θ, on les avait le matin au réveil et le soir avant de vous endormir. Et c'est juste le parfait tunnel de connexion avec votre subconscient pour pouvoir vous déprogrammer et placer une nouvelle programmation. Alors vous placez des sujets qui peuvent être l'amour de soi, l'estime de soi. Tous les sujets sont présents. Sur YouTube, on trouve tous les thèmes. Le matin au réveil, vous lancez ce que vous voulez. Même avoir une journée heureuse, et vous répétez, vous laissez passer. Et le soir, avant de vous endormir, c'est exactement pareil, ça continue à travailler la nuit. Ça vous permet finalement de programmer votre journée, mais aussi de vous créer de nouveaux rituels. Règle 3, la loi d'attraction. Donc ça, je pense que vous connaissez, on attire qui on est. Et dans la loi d'attraction, la première chose pour moi qui a été intéressante, c'est l'acceptation dans son entièreté, et notamment au niveau de ses blessures. L'alignement par rapport à ses valeurs, et puis une forme d'intégrité, être en capacité de se détacher du regard des autres. Ben oui, parce que quand on est insécure, on est assez focus sur ce que pensent les autres. Donc réussir à s'en détacher, on retombe sur cette fameuse colonne vertébrale de confiance, estime de soi, amour de soi, ce que je vous avais déjà évoqué. En fait, dans la loi d'attraction, il y a quelque chose d'extraordinaire, donc moi je l'ai mis en pratique, c'est cette notion de pensée positive. En fait, dans les pensées positives, joie, amour, gratitude, vous vibrez à des fréquences hautes. Et c'est pas pour rien que Alexandre il est venu me voir tout à l'heure. Parce qu'on vibre sur la même fréquence et je le connais pas. Il a juste senti un truc, et je suis certain que c'est quelqu'un qui est souriant, heureux, positif. Sûr. On est sur la même fréquence et je le connais pas. Pensée négative, peur, colère, frustration, fréquence vibratoire basse. Et en fait, là pour le coup, je vais essayer de vous dire quelque chose, mais en essayant d'être humble. Je ne publie pas beaucoup sur les réseaux, et je dois avoir entre 1 à 2 demandes de connexion par jour. Il se passe la même chose en physique. Ça veut dire que chaque fois que je vais dans des conférences, dans des réunions publiques, j'ai toujours une ultra connexion avec une personne. Je n'ai que cette explication. Alors les croyances, on en a parlé, les limitantes, les positives. Il faut nourrir les positives et il faut exploser les limitantes. La démarche à petits pas, ça c'est quelque chose d'assez intéressant pour faire tomber les croyances limitantes. La démarche à petits pas. Vous envoyez un signal et vous essayez de faire quelque chose. Et votre cerveau, quand il le fait, il prend plaisir. On le verra tout à l'heure, j'ai des exemples assez intéressants sur ça. Donc l'idée c'est ça, c'est de vous dire que les croyances, ça vous bloque. Ça vous bloque. Moi je ne serais pas là ce soir si j'étais encore dans mes croyances. Et je ne serais pas aussi à l'aise, je ne serais pas aussi heureux d'être devant vous et de pouvoir parler avec autant d'aisance.
Alors là, il y a un truc intéressant, c'est qu'en fait, le point de départ de tous est différent. Parce qu'on a eu des parents différents, on a eu une culture différente, on a eu un bagage transgénérationnel différent. Et là où j'aimerais vous emmener, c'est de vous dire que par contre, on a tous le pouvoir de changer. On a tous le pouvoir de changer et de se déprogrammer. Donc ça, c'était un sujet intéressant parce que souvent, on a tendance à rester dans ses croyances et à ne pas en sortir. Parce que ça fait mal d'aller les chercher, ces croyances et ces blessures. Un exemple concret, quand on parle de neuroplasticité, mon côté sombre, c'est l'ego. Il y a un truc qui s'appelle l'ego chez moi. Ça veut dire quand il y en a un qui me dit un truc qui ne me plaît pas, j'ai envie de réagir très vite. Je pourrais aller chercher dans l'ego la réponse adéquate. Ça pourrait être violent et ça pourrait être rapide. Sauf que, merci l'Inde, merci Bali, j'ai un petit jardin ensoleillé avec des fleurs de couleur où on parle d'amour inconditionnel, on parle d'acceptation, on parle d'écoute, on parle de questionnement, on parle de pensée positive. Lorsque se présente une situation de contrariété, autant je pourrais être tenté d'aller dans l'ego, autant je vais regarder dans ce petit jardin et cueillir la fleur qui va bien. Et au fur et à mesure de cette répétition, ça devient un rituel. J'ai le souvenir dans mon entreprise, j'envoie une directive à mes équipes et statistiquement, il y a toujours un mec qui va vous répondre, mais pas vous répondre comme vous attendez. Il va vous humilier sur la place publique. Donc il répond à ce mail, l'ego est réveillé, il faut que je retrouve ma place légitime de chef. Je réponds? Ben non. Côté ensoleillé, donc je l'appelle, ok, on peut se voir, et puis qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce message? Et là, il déroule. Ok, ne pas l'interrompre, prendre note, restituer le message, parce que là, finalement, il est au-delà de l'écoute, il a même été compris, et ensuite, on peut repositionner son point de vue. L'idée, dans cette étape, qui est un outil de management en soi, c'est de considérer que, grâce à ça, je garde l'adhésion de la personne. Je garde son adhésion. Alors que l'ego, je l'aurais perdu. Bon, on est pas loin de la fin. Point numéro 7. Alors, il y a probablement des sceptiques dans la salle. Pouvoir de la pensée, pensée positive, mais de quoi il nous parle? C'est virtuel. C'est pas parce que je pense que ça va arriver. On a parlé aussi de prise de conscience, on a parlé de loi de vibration, on a fait un petit peu de physique quantique selon Einstein. Mais trop ésotérique, trop spirituel, trop abstrait. Vivement l'apéro. Alors, avant l'apéro, je vais vous servir un verre, un fondement scientifique, le SAR. Assez intéressant. Le système d'activation réticulaire. En fait, notre cerveau, c'est 5 millions d'informations, 50 000 pensées et 5 000 questions. C'est énorme. On n'a pas un système d'exploration aussi puissant que notre cerveau. Même les systèmes informatiques ne peuvent pas rivaliser contre notre cerveau. Et en fait, si on devait intégrer toutes ces datas en temps réel, on exploserait en vol. Et là, c'est la place du système d'activation réticulaire. C'est un système qui réagit un peu comme un filtre. Par rapport à toutes ces données, il va vous amener à votre conscience ce qui est important. Il est entre l'esprit conscient et inconscient, avec cette capacité à filtrer les informations. Alors, quand je parle de filtre, il ne va pas, en fin de compte, amener à votre conscience ce qui est bon ou mal pour vous. Il va amener à votre conscience ce qui est important et il va le fédérer au travers de 2 points, la répétition et l'émotion. Au plus vous répétez cette idée, au plus il y a de l'émotion et au plus ça va être ancré en vous. Système d'activation réticulaire. Il est placé juste là derrière, dans le canal, dans votre cerveau, et il filtre toutes les informations et mécaniquement, il va vous amener des opportunités, des personnes et des situations. Donc je répète, il peut aussi bien ramener des échecs que des réussites.
Alors j'ai mis un exemple, celui qu'on voit souvent, celui de la voiture. Vous voulez acheter une nouvelle voiture, une BMW grise. On initialise le SAR. Voilà, c'est cette voiture que j'aimerais avoir. On va aller voir le concessionnaire. Renforcement de l'idée, BMW grise. Et puis, on décide de faire un essai. Les émotions. Le toucher du volant, le bruit du moteur, les odeurs. Toutes les émotions sont en éveil. Donc là, vous voyez, dans l'importance, on a fait deux choses. On a répété, documentation au début, concessionnaire, essai et les émotions. Et là, pour le cerveau, c'est important. Il va se passer quoi? Ma main a coupé que quand vous allez dans la rue, vous allez voir que des BMW grises. Et ça marche surtout. Une femme qui va avoir un bébé ne verra que des femmes enceintes dans la rue. Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de chance dans la vie, ils n'ont vraiment pas de chance. Parce qu'ils les attirent, ces mauvais événements. Je vais avoir une mauvaise journée le matin au réveil. Le cerveau, il est cool, le SAR, il vous envoie la mauvaise journée. Et puis, la relation toxique. Combien de femmes ou d'hommes, ah, j'ai pas de chance, je suis tombé sur la mauvaise personne. C'est pas une histoire de chance, c'est juste qu'on l'a souhaité. Parce que le SAR, il l'a retenu, il l'a filtré, il vous l'envoie. Du coup, l'idée par rapport à ce système de filtre, c'est d'avoir une démarche consciente et intelligente. Décidez ce sur quoi vous allez porter votre attention. Vous mettez un vigile à l'entrée de ce système de filtre du SAR. Vous choisissez ce que vous allez lire, ce que vous allez écouter, ce que vous allez regarder. Et du coup, ça va filtrer en fonction de votre souhait. Alors du coup, dans le résumé, le SAR en positif, c'est quoi? C'est de vous dire, entretenez vos projets les plus positifs au travers des émotions et répétez-les. L'exemple tout donné du yoga, par exemple, en ce qui me concerne. En négatif, si vous avez une idée qui vous apparaît négative et qui n'est pas saine pour vous, avant même de répéter et d'y mettre de l'émotion, il faut que vous puissiez le convertir en intention. Par exemple, ce soir, j'ai peur de parler en public. Voilà, ça c'est une idée, et je vais me trouver plein de choses qui vont me faire confirmer que je ne sais pas parler en public parce que j'ai peur. Je passe en intention. Ce soir, ça va bien se passer. Je sais que ça va bien se passer, j'ai préparé mon texte et ils sont sympas. J'ai pas de risque. Donc je le mets en intention positive. C'est la dernière partie. Donc je vais vous lire un texte qui arrive tout droit de l'ashram de Bangalore. J'y ai mis des phrases qui ont été répétées par cet homme qui nous a enseigné de belles choses. Et puis tout le monde en entend parler de notre Kaizen qui a fait l'Everest. Et j'ai trouvé que cette phrase, elle était intéressante. Ne pas forcément faire toujours plus haut, plus grand, juste faire comme notre cœur nous inspire, parfois faire juste différemment. Alors, le petit texte, et ensuite je vais vous remercier. Tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés dans la vie sont la conséquence de votre attachement excessif aux événements. Les événements prennent de l'ampleur, tandis que vous demeurez chétif. Imaginez que vous rouliez à moto sur une route encombrée, juste derrière un véhicule qui vous enfume de ses gaz d'échappement. Vous avez le choix entre 3 attitudes. Vous pouvez rester derrière le véhicule, pester, mais vous en accommoder. Vous pouvez ralentir, au besoin vous arrêter pour permettre au véhicule de vous distancer. Ou bien, vous pouvez faire preuve d'adresse, doubler le véhicule et ne plus y penser. Comme dans la première option, la plupart d'entre vous laissez obséder par les événements et continuez à souffrir, à respirer les gaz d'échappement pendant tout le voyage. La deuxième option ne vous soulage que de façon temporaire, parce qu'un autre véhicule encore plus gros pourrait venir se placer devant vous. Fuir l'événement n'est pas une solution définitive.
Les sages font preuve d'habileté et grandissent avec l'événement. Si votre véhicule est en parfaite condition, la manœuvre sera efficace. La maintenance du véhicule, c'est la sadhana, ou les pratiques spirituelles. L'habileté, c'est la grâce du maître. Ashram de Bangalore, 14 décembre 1995. Et j'en ai fini avec vous, c'était juste bien. J'ai réussi. Hein. Spontanément, est-ce que tu as une question à poser? Pourquoi avoir choisi cet angle? L'angle de vue? Non, de ce parcours. Pourquoi ton parcours est atypique, tu penses? Bah parce que je suis parti de rien et aujourd'hui je me retrouve devant vous, mon cher ami. Une autre question? Vous avez vu, je l'ai pris à la volée, il n'a pas préparé sa question. Quel serait le meilleur conseil de réussite que tu aurais à nous partager? Ça, c'est une bonne question, ça. Pour moi, le meilleur conseil, c'est vraiment de s'écouter. C'est se détacher de ce pourquoi on a été programmé et d'écouter son fort intérieur. Et ce voyage en Inde, j'en parle souvent, parce que si on a une question personnelle ou professionnelle importante à prendre, et qu'on a des doutes et qu'on n'est pas sûr, on fait ce voyage dans cet ashram, et 2 semaines après, on a la bonne réponse. Donc l'idée, là, tu vois, c'est ça. C'est de te dire concrètement, s'écouter, s'entourer, donner de l'amour et s'entourer de belles personnes. C'est ça que j'aurais envie de dire. Donc, comment tu fais pour faire des voyages tous les 3 mois? Ça se fait. Quel âge ont tes enfants aujourd'hui? Ils sont derrière, demande-leur. Oui, ils sont. Oui, c'est bon. Donc, vous vivez vos soirées tranquilles sans papa. C'est bien ce que je pensais. Bah, elles ont 23 ans. Hein. Ouais. J'ai 54 ans, elles ont 23 ans. Elles sont indépendantes. J'aimerais poser une petite question. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que vous avez connu une réussite professionnelle, mais que cette réussite professionnelle a engagé une décision difficile à prendre. Mais cette décision difficile à prendre, est-ce qu'elle a été faite d'un commun accord? Est-ce que c'est le fait de la quête de sens, d'aller vers autre chose, qui a fait qu'il a fallu tout casser et rebâtir? J'aime beaucoup votre question. Elle est hyper intéressante. En fait, ce qui a été propulseur, c'est que mon corps m'a transmis des douleurs, des choses qui n'allaient pas. Et donc, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. J'étais trop engagé dans ce boulot qui ne correspondait pas à moi foi intérieure. Donc, pour répondre à votre question, j'ai d'abord été à l'écoute de mon corps, et ensuite, il y a eu un processus qui s'est mis naturellement en marche pour effectivement se dire, je prends du recul, j'écoute ce que j'aime et je le fais. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, mais il y a un aspect, c'est que professionnellement, enfin, il y a le professionnel, mais aussi il y a le cadre familial. Oui. Le problème, c'est que quand vous avez réussi, vous êtes avec une personne. Oui. Pourquoi quitter cette personne-là une fois qu'on a connu une réussite? Parce que vous êtes parti d'en bas. Oui. Monté. Oui. Donc cette personne-là, elle a été d'un soutien. Ah bah c'est sûr. Hein. Tout plaqué. Tu l'as payé, Béné ou... Donc en fait, c'est dommage, elle est de nouveau remariée, sinon je vous aurais demandé si c'est possible de revivre ensemble. Non, mais en fait, du coup, elle est délicate cette question. Parce que vous avez dit qu'au premier abord, lorsque vous l'avez vue dans l'entreprise, vous avez dit je vais la marier. Donc, je vais me marier avec elle. C'était un coup de foudre. Oui. Mais comment ce coup de foudre il peut partir une fois qu'on connaît la réussite? Ouais, c'est vrai. Hein. La vie, elle change. Non, mais en fait, dans ce que vous dites, il y a un truc que j'adore. Et ça, je le prends à la volée parce que c'est extrêmement puissant. C'est que derrière chaque homme, il y a toujours une femme. Et là, vraiment, je voudrais relever ce que vous dites parce que c'est empreint de... C'est très louable. Et c'est vrai que j'ai réussi parce que j'avais cette personne exceptionnelle, Bénédicte, qui était avec moi. C'est vrai, je le reconnais. Sauf que il y a un moment, quand les valeurs, quand vos rituels ne sont plus en adéquation avec la personne, et c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure, la liberté, pour moi la définition de la liberté, c'est vivre et ne pas subir. Et quand il y a un décalage entre un homme et une femme, eh ben, c'est pas la réussite professionnelle qui fait qu'on va rester avec. Il faut se trouver dans une forme d'adéquation. Je dis souvent à mes étudiants, vous faites un entretien
pour un job, si vous n'avez pas été retenu, ce n'est pas que vous êtes une mauvaise personne. C'est juste qu'il y a un problème d'adéquation, une non-adéquation entre le profit de la personne et le profit de l'entreprise. Au niveau de la vie personnelle, c'est exactement pareil. En fait, une vie réussie, c'est un job sur lequel on a une adéquation entre son profil et la demande du job, et aussi une adéquation entre la personne avec qui on vit et soi-même. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails entre Bénédicte et moi, mais l'idée, c'est qu'on n'avait plus de points communs. Et la vie est tellement bien faite qu'elle a trouvé un homme exceptionnel où il y a cette adéquation. Et on fête Noël ensemble, d'ailleurs. Merci pour votre belle question. Franck? On fait tous des choix, de toute façon, dans notre vie, il faut les accepter, mais tu n'étais pas bien dans ton boulot, finalement, le couple n'allait pas non plus. Et si finalement, ça a été l'effet inverse, ton choix a été de rester et de quitter ton job, comment serait ta vie aujourd'hui? Ah ben, je sais pas. Moi, je peux parler de celle que je vis aujourd'hui. Ouais. Faire une Ouais. hypothèse virtuelle sur quelque chose que je n'imagine pas dans mon cadre, c'est pas possible. Concrètement, je ne sais pas si on aurait pu être ensemble. Et surtout, et c'est ça qui est génial, c'est que souvent, quand on a des décisions difficiles à prendre, sur le coup, il s'avère que quelques mois plus tard, quelques années plus tard, finalement, c'était un bon choix. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que j'ai rarement été dans des projections virtuelles. Quand j'ai été dans des sujets, c'est que c'était profondément ancré avec mes valeurs. Et il n'était pas question de rester. Le boulot, ça a posé débat, mais il y a un truc qui m'a retenu, c'est que j'avais vraiment la flemme de tout refaire. Vraiment. Voilà. Ah, Daniel. Alors là, il y a une question spirituelle qui va arriver. Non, pas du tout. Daniel, c'est un personnage extraordinaire. Vous savez que c'est le seul mec de l'entreprise que j'ai invité chez moi. Ça, Je voudrais apporter juste un petit éclairage, parce que je pense que ce genre de trajectoire, même si c'est une belle trajectoire, elle est assez banale et commune en fait. Je me demande si nous, les humains, une fois qu'on a tout sécurisé, c'est-à-dire qu'on a une belle voiture, une BMW grise, qu'on a une jolie maison qui est payée, qu'on a des enfants en bonne santé, une femme sympa, et on ne se retrouve pas au bord du précipice. moi, ce que je comprends dans ce que tu dis, dans ta remarque, c'est qu'on est foncièrement tous différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va peut-être être dans la résonance du bonheur en étant dans une vie pleinement confortable, qui nous sécurise. Je vais retomber sur la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Il n'y a pas de mauvais choix, il y a juste un alignement avec qui on est. L'idée, c'est de vous dire que si vous avez des enfants extraordinaires, une femme extraordinaire, une très grande maison, une BM grise, et que ça vous convient, c'est tout OK, c'est parfait. Là, la conférence de ce soir, c'est juste prendre conscience que le subconscient, c'est 95% de nos choix et de nos décisions. Le conscient, c'est 5%. Et dans le 95, il y a quoi? Loi d'attachement et les drivers. On a un cadre qui nous est imposé et qui constitue ce pilotage automatique dans le choix des personnes, dans les décisions que l'on prend. Maintenant, moi, je pose cette graine et je vous dis juste, si vous êtes dans un bonheur parfait dans ce que vous vivez, continuez. C'est peut-être ça, ce confort que tu évoques. S'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous, sur le plan perso et pro, il y a peut-être matière à s'interroger et tout ce qui a été partagé ce soir est peut-être un début de quelque chose. Voilà. Mon cher Daniel. Ah, Ben. Ben, c'est le prochain qui va faire une conférence. Ah non. Il y a Ben Young d'abord. Ah, Il est déjà réservé. parce que Ben, il est comme moi, il vient tous les mois. Ah, moi, j'en ai pas raté une seule. Ouais. Nicolas, il nous aime pour ça. Donc non, ma question, en fait, c'était plutôt pour essayer d'inspirer aussi la confiance dans les gens. C'est parce que justement, j'ai un peu commencé une réflexion comme tu fais, mais je suis au début du chemin. Et du coup, combien de temps est-ce que ça t'a pris pour essayer d'arriver à t'entendre, t'écouter, découvrir ces drivers, tout ça? Parce que je me rends compte que c'est long. Ouais, super remarque. En fait, dans ce que tu dis, je vais répondre simplement. Je crois qu'on n'a jamais la réponse. On est sur un chemin et il n'y a pas de destination finale. Il y a juste un chemin qu'on emprunte qui est différent de celui du point de départ. Et du coup, c'est bien parce que tu me tends la perche sur quelque chose que j'ai oublié de dire.
c'est que quelquefois, dans les fins de conférence, on me dit « Mais alors du coup, avec ce que vous avez là, vous allez faire quoi dans 2, 3 ans, dans 4 ans, dans 6 mois, vous faites quoi ?» Et je réponds « Il y a une époque, j'avais peur et je contrôlais et je programmais. Aujourd'hui, il se passe tellement de choses, il se passe tellement de rencontres que j'ai une certitude, c'est qu'un jour, je ferai une rencontre qui m'ouvrira une porte sur quelque chose de nouveau. Je pense à mon job. » Donc l'idée, pour répondre à ta question, c'est que finalement, ça a pris du temps, mais c'est pas terminé. C'est un long chemin et toutes les belles personnes que je rencontre, en fin de compte, c'est un peu des balises qui me confirment que ce chemin spirituel que j'ai engagé est le bon chemin. Alors je ne fais pas que des belles rencontres. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que on peut rencontrer ce qu'on appelle des rencontres toxiques. Et la vocation d'une rencontre toxique, sur le plan de la psychologie, c'est de vous emmener rejouer la pièce de théâtre de votre enfance. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont eu des blessures comme vous, et que vous allez peut-être rencontrer, et qui vous embarquent et vous ramènent dans le scénario enfant. Pourquoi? Parce que c'est le scénario dans lequel vous avez grandi, qui est un scénario référent. Donc il y a certaines personnes qu'on rencontre qui peuvent nous amener aussi dans ce cheminement-là. Donc il faut, enfin ce qui me concerne, trier. Vous nous expliquiez, c'est fort naturel que on est tous pris dans des conditionnements, dans des mécanismes, dans des habitudes qui nous viennent de l'enfance et ces drivers. Il peut y avoir certaines situations qui vont faire émerger des difficultés. Enfin, vous évoquiez des problèmes physiques, un mal-être, voilà. Mais on peut identifier les symptômes. Pour autant, c'est compliqué d'identifier la cause. Vous nous avez passé une slide, il y a 5 drivers, mais a priori, quand on est perfectionniste, on trouve ça normal, c'est notre norme. Donc comment est-ce qu'on fait pour partir à l'étape 1, à savoir la prise de conscience, comment on démarre, quel fil on attrape pour dérouler la pelote. Voilà, le chemin certes est long, vous nous avez présenté la mécanique et on peut la comprendre, il y a une logique, mais comment est-ce qu'on arrive d'abord à l'identifier ? Encore une fois, j'adore cette question parce que c'est le processus des petits pas. Quand je présente le slide avec Lego versus le petit jardin avec les fleurs, en fait, il y a quelque chose d'assez incroyable dans le processus de transformation, c'est de tenter les choses, de tenter quelque chose qui ne correspond pas à son cadre habituel, pour se rendre compte que finalement, ça apporte à l'intérieur de soi des émotions nouvelles. Au début, c'est compliqué de sortir de ce cadre, déléguer, ou alors aller chercher quelque chose dans ce jardin. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à votre question, c'est tenter des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Dans vos comportements, dans vos réponses avec votre chéri, il y a peut-être des choses qui pourraient surprendre et qui font que, à un moment, parce que ça génère à l'intérieur de vous une émotion incroyablement nouvelle et belle, bah ça va ancrer et ça va être un rituel parce qu'il sera répété. Donc l'idée c'est ça, c'est tenter. L'histoire d'un voyage tous les 3 mois, c'est complètement impossible. L'histoire de se séparer, c'est complètement impossible. On tente, on y va, doucement, doucement, doucement. Et finalement, c'est ça qui ouvre le champ du possible. C'est ça qui fait que le cerveau, bah, il se déconstruit, va vous amener d'autres opportunités, d'autres personnes, d'autres perspectives. Et à la fin, vous vous rendez compte que c'est un boulevard. Bon, il ne faut pas vous séparer de votre chéri, il est top. Hein. Merci encore. Bah, merci à vous. Hein. Merci d'être venu aussi.